Bonsoir. Nous recevons ce soir, dans le cadre des émissions politiques, M. José Makila. Bonsoir. Bonsoir, Abraham. Il a été gouverneur honoraire, il est président de l'ATD, un des grands partis qui a près de 4 membres au niveau 4 députés nationaux. Et il est en visite ici aux États-Unis. Avec lui, nous allons parler de la politique tant nationale qu'internationale. Et de gauche, je voudrais me tourner vers vous et vous demander comment va la santé de l'ATD. Non, l'ATD se porte très bien. On a eu à le juger dernièrement dans des manifestations. Tous les militants étaient là et nous pensons que nous sommes en ordre de bataille pour les échéances qui arrivent. En ordre de bataille pour les échéances qui arrivent. Nous avions tous ensemble eu à pleurer nationalement avec la mort de M. Koya-Gallo. Comment va l'Équateur et comment avez-vous vécu cela en tant qu'ancien gouverneur? Vous savez, quand la nouvelle nous est arrivée, c'était une grande tristesse, un désarroi. Nous pensions que Koya-Gallo, avec l'expérience qu'il avait, pouvait rehausser le niveau de la province. Malheureusement, Dieu a son plan, il est parti si tôt. Et en ce moment où je vous parle, la province patauge. Patauge, tout simplement, c'est la volonté du pouvoir en place qui ne veut pas toujours respecter la Constitution. Parce que la Constitution est claire là-dessus, en l'absence du gouverneur, les élections s'organisent les 30 jours qui arrivent. Mais depuis que le gouverneur est mort, ça fait plus de 2 mois. Donc, il n'ose même pas organiser les élections. Et ça, c'est la volonté du pouvoir en place qui veut absolument que l'Équateur s'embourbe jusqu'à l'infini. Gouvernement de cohésion nationale, vous avez été participant aux concertations nationales. Certaines rumeurs circulent dans la ville, comme quoi un poste vous avait été offert, vous l'avez refusé. Vous confirmez, vous affirmez? Oui, Abraham, vous savez, la vertu qui caractérise un homme politique, c'est le dialogue. Un homme politique doit constamment et à tout moment dialoguer, parler, quand il faut parler de Congo. Et c'est la raison qui m'a poussé de participer aux concertations nationales. Et j'avais mes idées fixes en y allant. Je pensais qu'on pouvait revenir sur l'article 70 de la Constitution de 2 tours à 1 tour. Et j'étais sûr qu'on pouvait aussi ne pas exclure certains frères, tout simplement parce qu'ils ont acquis une autre nationalité et qu'on devait les interdire leur droit d'exercer la politique au Congo. Donc, en y allant, j'ai été sûr d'apporter ma contribution pour la République. Aussi, solliciter l'amnistie pour la plupart des opposants qui sont en prison d'une manière illégale. On est allé, les résolutions sont sorties, je pense que vous êtes au courant parce que ça se trouve sur le net. Rien n'a été appliqué. Ça c'était ma grande déception. Deuxièmement, je dois dire ici très sincèrement que je n'étais pas parti pour solliciter un poste quelconque, parce que j'ai la maîtrise de la Constitution. La Constitution est claire en cette matière du gouvernement. Il n'y a que la majorité présente au Parlement qui peut former un gouvernement. Moi, je fais partie de l'opposition parlementaire. Donc, en aucun cas, je pouvais m'imaginer faire partie d'un gouvernement de la majorité. Carrément, j'ai changé de statut. Mais c'est vrai, l'offre m'a été donnée par le pouvoir, pourquoi je vais occuper un portefeuille ministériel, le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, que j'ai décliné. Je n'avais trouvé opportun de pouvoir briguer ce poste. D'abord, pour quelle finalité? Ça c'est un. Et de deux, je n'allais pas me retrouver. Vous savez, il est difficile pour un requin de se retrouver dans l'eau du fleuve. Le requin se baigne toujours dans la mer. Voilà un peu. Mais que c'était un refus catégorique de ma part. J'avais refusé pour de bonnes raisons, que je n'étais pas parti en concertation, pour le partage des gâteaux, comme disaient certaines personnes. Et aussi, j'ai ma logique
de la politique. C'est bien qu'on dit les Congolais, quand on leur donne de postes, ils perdent le nord. Non, moi je pense qu'il y a certains Congolais qui ont aussi un caractère et qui savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller. Donc c'est un peu mon cas. Je me dis, j'avais pris une décision judicieuse et je ne regrette pas. Vous ne regrettez pas. Chers téléspectateurs, vous êtes sur le 243, c'était notre scoop ce jour. Son Excellence vient de reconnaître qu'il y a eu cette proposition qui lui a été faite catégoriquement. Il a refusé de prendre ce portefeuille. Plus près de nous, vous avez vu représentant de l'opposition républicaine. Et quelques temps après, je crois 15-20 jours après, vous avez démissionné. Quelle en est? Pouvez-vous nous en donner la raison? Oui, la raison elle est simple. Vous savez, nous avons l'article 8 de la Constitution consenti le droit à l'opposition au sein de notre pays. Et cette même disposition dit qu'il doit y avoir une loi organique. Et cette loi organique, ça s'appelle la loi portant le statut de l'opposition. Et dans son article 4, il est dit clairement ceci, noir sur blanc, expressis verbis, ne fait plus partie de l'opposition un parti politique ou un regroupement politique qui a pris part ou qui aurait pris part dans un gouvernement ou qui soutient ou qui soutiendrait les actions d'un gouvernement. Donc vous n'êtes plus opposant. Et quand on se dit on est opposition républicaine et qu'on a des membres dans le gouvernement, allez-y comprendre. Je me dis, je me contredis par rapport à la loi. Pourquoi j'avais pris distance avec cette structure. C'est clair et net. L'opposition radicale dans laquelle vous êtes retrouvé avec les forces civiles ont organisé toute une série de manifestations par rapport à ce projet de loi électorale proposé par la majorité présidentielle. Pouvez-vous nous en faire un bilan? Est-ce que vous êtes content de l'action que vous avez faite? Est-ce qu'elle répond à vos desiderata ou il y a encore du travail à faire par rapport à cette loi électorale? Oui, pour cette question, il y a deux éléments. Être content, oui, mais content de quoi et de qui? Je suis content du peuple congolais qui finalement a compris qu'il doit se prendre en charge. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose, je ne suis pas content parce qu'on n'a pas atteint l'objectif. L'objectif, au fait, c'est quoi? L'objectif était de rejeter en bloc ce projet de loi parce qu'il y a une loi électorale qui existe. Et les élections, c'est tout un cycle. Il faut terminer le cycle de 2011 et commencer le cycle de 2016. Ça n'a pas été fait. Deuxièmement, je ne suis pas content parce que, si bien qu'on a extrait ce passage de la démographie, c'est-à-dire le recensement, mais vous trouverez ça dans l'article 115 de ce même projet de loi où on parle de la démographie, c'est-à-dire le nombre d'habitants pour pouvoir attribuer des sièges de députés. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire les députés, aujourd'hui que nous sommes arrivés au terme de nos mandats, nous allons attendre jusqu'à ce qu'on puisse avoir le nombre exact d'habitants dans nos circonscriptions respectives. Autrement dit, on prolonge les mandats des députés. Quoi qu'il arrive, parce que pour le mandat du président de la République, la Constitution est claire. En son article 73, à 90 jours de la fin du mandat du président en exercice, la CENI organise les élections, ou l'élection présidentielle. Ça, c'est la Constitution. La loi mère, la loi des lois, article 73. Donc, il n'y a pas à chercher à ce que la CENI nous produise un calendrier. Non, en ce qui concerne l'élection présidentielle. Mais le problème se posera parce que, même si le président est élu, et que le président trouve la même majorité qui est en place, la Constitution est claire. C'est cette majorité qui va former le gouvernement. Où est-ce qu'on y va? Et même si le président doit dissoudre l'Assemblée, c'est une autre crise qui risque d'arriver parce que après les élections, vous savez que le Congo a toujours un problème d'argent pour pouvoir organiser les élections. Donc moi je dis le piège continue. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que nous sommes sûrs que la CENI va nous produire un calendrier réaliste?
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, la CENI peut produire un calendrier. Demain, après-demain, M. Kabila a dit, écoutez, moi je n'ai pas d'argent pour organiser les élections. Vous faites quoi? Ça devient un cas de force majeure. Vous faites quoi en ce moment? Donc c'est toujours un piège qui nous attend. C'est la raison pour laquelle je dirais que le peuple doit rester vigilant. Et alors très vigilant. Et que rien n'est fait jusque-là. Rien n'est fait jusque-là. On ne peut pas se targuer de poitrine pour dire on a réussi. Qu'est-ce qu'on a réussi? Que dalle. Zéro jusque-là. Tout ce qu'on a réussi, c'est la conscientisation de la population. Et là, encore une fois, Abraham, cette victoire n'appartient pas qu'à l'opposition politique au Congo. Notre diaspora a joué un rôle important. Notre diaspora était en communication permanente avec la population. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Donc, c'est cette conjoncture des efforts de part et d'autre, que ce soit de notre diaspora, que ce soit de l'opposition congolaise unie pour la cause, pour la première fois, qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et c'est par là, je dirais, Abraham, je prodiguerai des conseils, même si je n'ai pas la qualité de dire aux amis, que personne ne se dise que la victoire vient d'elle ou de tel parti politique. Un seul parti politique au Congo ne peut rien faire, ne peut pas faire une telle mobilisation. Cette mobilisation vient de tous les partis politiques de l'opposition et de la diaspora congolaise, à travers le monde. C'est-à-dire, c'est l'expression de la population congolaise. Vous allez voir, notre mot d'ordre a été donné le 19, mais ce qui est arrivé après le 19, ce n'était plus nous. C'était nos frères qui continuaient à envoyer des messages. N'arrêtez pas, continuez jusqu'à la fin. Donc c'est l'effort de tout le monde. Nous devons être humbles pour reconnaître cela et que personne ne vienne dire c'est grâce à moi, je suis le plus grand combattant. À Kinshasa, il n'y a que mon parti. C'est faux et archi. Soyons modestes et en étant modestes, l'union ira de l'avant. N'excluons personne. Et si vous me permettez, parce que... oui, si vous me permettez, je vais demander à mes frères de la diaspora qui ont beaucoup contribué, surtout à l'éveil de conscience, que le moment est arrivé pour changer de stratégie. Ne nous insultons plus. Soyons unis. Quoi qu'il arrive, on a un objectif. On se disputera plus tard. Mais nous devons d'abord atteindre l'objectif pour lequel nous sommes fixés. Ne nous insultons plus. Que vous soyez de gauche, de droite, quand vous êtes congolais et vous n'êtes pas d'accord avec ce pouvoir prédateur, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour bouter dehors ce pouvoir prédateur. Je dis bien le pouvoir prédateur, je ne parle pas d'un individu, parce que c'est tout un système. C'est tout un système. Donc nous devons faire très attention. Si nous nous dispersons dans des querelles intestines, dans des querelles de basse classe, je crois que nous allons laisser l'ennemi frayer son chemin. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, nos stratégies, gardons-les. Ça ne sert à rien de nous étaler à chaque fois dans des vidéos pour dire j'ai rencontré un tel, j'ai fait ceci, je dois faire cela. Ça ne sert à rien. Nous sommes en train d'armer l'adversaire. Parce que quand l'adversaire vient dans ses contacts pour pouvoir consolider son pouvoir, il ne l'étale pas. Mais pourquoi nous devons étaler nos stratégies? Vous le savez, Abraham, vous vivez à Washington. Vous savez que je fais partie d'une cellule de réflexion à un haut niveau. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que... Oui, je ne le dis pas tout simplement parce que je voudrais qu'on puisse atteindre l'objectif. Et on y arrivera. On y arrive. Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes avec son Excellence M. José Makila, avec lequel nous sommes en train de débattre sur la situation en RDC. Monsieur Makila, tout récemment, il y a M. Kinké Moulumba qui a osé déclarer, je crois dans une interview, que le gouvernement n'avait pas les moyens financiers, qu'il aurait des doutes sur l'organisation de ces élections aux échéances prévues selon la Constitution. Qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de glissement? Est-ce que l'opposition que vous représentez, dans quelle voie va-t-elle aller?
vers un dialogue, pour une transition, ou bien va-t-elle appliquer l'article 64? Non, moi je pense que le terme glissement ne se trouve pas dans la Constitution. En cette période ici, en ce moment précis, nous devons observer les dispositions constitutionnelles. La Constitution ne parle pas de glissement. Vous savez, quand vous êtes élu, le premier jour où vous prêtez serment, vous devez savoir que dans 5 ans, vous avez l'obligation d'organiser des élections. Donc ça se prépare sur les 5 ans. Ça ne se prépare pas les 2 dernières années ou non, non. Je n'aimerais pas commenter les propos du ministre King Molumba parce que je n'aime pas parler des individus. Moi, je parle du système, je parle. Il faut être au-dessus de ce qu'on peut. Voilà. Moi, je dis tout simplement que vouloir rester au-delà de 2016, c'est anticonstitutionnel parce que rien n'a prévu de tel. Nous devons rester dans la Constitution. L'élection présidentielle en soi nous coûte quoi? Ce n'est pas 10 milliards de dollars. Je crois avec 800 millions de dollars, on peut organiser cette élection. Est-ce que vous pensez que le Congo, en 1 ou 2 mois, ne peut pas avoir 800 millions de dollars? Non, ça c'est un faux fuyant. Ils ont cherché d'abord à réviser la Constitution pour ne pas faire une nouvelle Constitution. Ils ont cherché le glissement, le fameux glissement à travers la loi électorale. Non, ils ne doivent pas nous amener là où on dira c'est un cas de force majeure. Non, nous savons que l'argent est là. Nous avons plusieurs sociétés minières qui peuvent avancer pour pouvoir aller aux élections. Ça n'impose pas de problème. Nous voulons la stabilité du Congo, nous voulons la paix au Congo, mais il ne faudrait pas que M. Kabila nous amène à l'impossible. Parce qu'à l'impossible, c'est quoi? C'est l'article 64. Et l'article 64, elle est muette. Vous devez faire barrage. Et on ne dit pas de quelle manière vous allez faire barrage. On ne vous dit pas. On vous dit tout simplement, faites barrage. Un groupe d'individus qui veulent gouverner en violant la Constitution. On vous dit de faire barrage. Mais on ne vous précise pas de quelle manière. Voilà. On ne précise pas. Et nous revenons sur la stabilité où le mot est lancé. L'Est du Congo, malgré la présence de la MONUSCO, malgré la présence de ce groupe d'intervention qui nous a été fourni par quelques pays africains, est toujours en ébullition. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a eu des massacres à Beni, on a eu des massacres à Bunia. Dites-moi, vous qui avez été gestionnaire d'une province, quel conseil vous donnez? Quel constat faites-vous de cette récurrence de meurtres, de viols, d'assassinats dans l'Est de cette république? Mais vous savez, tout est organisé. Moi, je pense, en toute honnêteté, que le pouvoir en place doit se reprocher de beaucoup de choses. Le pouvoir en place est pour beaucoup dans ce qui se passe à l'Est du Congo. Je pense que la déstabilisation de l'Est du Congo profite à notre pouvoir. Parce que vous serez tous, vous aurez les yeux rivés sur l'Est pendant qu'ils sont en train de faire n'importe quoi à l'Ouest. Moi, je pense que le pouvoir est pour beaucoup dedans. Et la communauté internationale doit savoir un peu plus parce qu'ils auront tout le moyen de contrôle. D'autant plus, Abraham, tenez-moi, d'autant plus que M. Kagame sera toujours président de la République rwandaise, nous n'aurons jamais, alors jamais la paix à l'est de notre pays. D'autant plus que M. Museveni restera là-bas comme président de la République ougandaise. En tout cas, oublions la paix à l'est de notre pays. Et le malheur, c'est que ces 2 présidents sont les grands soutiens de notre président de la République. Que les gens se détrompent. M. Kabila s'attend très bien avec Kagame, avec Museveni. Ils ont leur deal, lequel vous et moi nous ignorons. Voilà. Ils ont leur deal. Mais dites-moi, après ce qu'il y a eu en RCA, on nous a parlé de la présence de quelques groupes armés dans l'Équateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, à l'Équateur, il y a le calme. Il y a pas... Ce que nous déplorons à l'Équateur, c'est la présence massive de militaires, entre guillemets, congolais, mais qui ont d'autres façades que les Congolais. Ouais. C'est ce qui nous inquiète un peu, mais de toutes les façons,
Nous sommes là, nous sommes des Congolais, nous connaissons nos forêts, nous savons ce que nous pouvons faire au moment voulu, au moment opportun. On va se prendre en charge. De toutes les façons, ils sont venus, nous pensons qu'ils vont rentrer chez eux sans problème. Mais sinon, nous allons nous assumer. Ça, on n'a pas peur. Vous n'avez pas peur, le message est lancé pour ceux qui avaient quelques petites inquiétudes au niveau de l'Équateur. Revenons sur Kinshasa. Depuis que vous avez organisé cette résistance, cette opposition au changement de la loi électorale, on constate que la plupart de vos collègues politiques qui étaient à vos côtés se sont retrouvés soit en prison, ou soit sont en face, en gestation d'un procès, d'une interpellation. Quel commentaire faites-vous? C'est dommage, hein? C'est dommage, parce que l'article 26 de la Constitution est clair. Le droit de manifestation est garanti par notre Constitution. Le droit de l'opposition également, dans son article 8 de la Constitution, est aussi garanti. Mais quand l'opposition organise une manifestation, pacifique d'ailleurs, et que les leaders doivent commencer à être pourchassés, ce n'est plus de la démocratie. Ce n'est plus de la démocratie. Et je vous dis, c'est très dangereux pour notre jeune démocratie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Personne d'entre nous n'est à l'aise quand il est chez lui à la maison. On est traqué, on est poursuivi à tout moment. Je vais vous donner l'exemple tout simple. Nous avons nos numéros privés, les députés de l'opposition, qui sont tout simplement coupés, bouchés, tout simplement. Pour quelle raison? On ne sait pas. Et imaginez-vous, vous avez des enfants qui sont à l'extérieur, qui sont ailleurs, qui sont à l'internat, qui vous contactent sur ce numéro, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus avoir des appels de vos enfants. Ça devient compliqué. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes où? On nous amène où? Du jour au lendemain, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de SMS. Comment les universités vont faire leurs recherches? C'est malheureux. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Si j'étais mort et qu'on m'aurait dit, voici ce qui se passe au Congo, j'allais douter. Mais ça, c'est une démocratie type que je n'ai jamais vue. Vous êtes opposant, c'est parce que vous avez organisé une manifestation pacifique, l'expression de la démocratie. Vous êtes en cherche de poux, même si vous n'avez pas de cheveux, hein, mais on arrive à trouver du poux sur la tête. Allez-y comprendre. Mais nous n'allons pas nous fatiguer, nous ne serons pas inquiets, nous ne sommes pas intimidables, nous sommes imperturbables. Ça, croyez-moi, la politique rime avec la mort et la prison. Et ce n'est pas ça qui nous fait peur. Voilà. La politique rime avec la mort et la prison, ce n'est pas ça qui vous fera peur. Déclaration ce soir sur le code 243 de José Makila. Vous êtes venu aux États-Unis, on vous a vu avec certains de vos confrères. Pouvez-vous, si possible, nous dire les raisons de votre présence dans ce pays? Oui, mais vous savez, moi j'ai l'habitude de venir ici, je vous ai dit tout à l'heure en passant, et certains des collègues sont venus pour le Breakfast of Prayer. Ils prennent des contacts aussi, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais la raison principale c'est le Breakfast of Prayer. Ce sont des politiques, ils peuvent prendre des contacts. Et moi, je suis dans une cellule que je vais me taire pour ne pas le dévoiler, que je viens 2 fois par an, 2 fois, 1 fois par an, pour des analyses, et voilà, je suis là pour ça. Je vais terminer peut-être bientôt, d'ici 3-4 jours, et puis j'irai chez moi à Dallas, Texas, pour pouvoir me reposer un peu, me ressourcer, et repartir pour le combat et le bon combat. Repartir pour le bon combat, comme vous le dites. Nous avons un envoyé spécial des États-Unis, en la personne du sénateur Ross Fingal, qui fait la jonction entre l'administration américaine et l'opposition, disons, et le pouvoir en RDC. Croyez-vous à la sincérité de nos partenaires américains, qui sont les premiers à marteler qu'ils ne voudraient pas voir un changement de constitution, ils ne voudraient pas voir un 3e mandat, ils voudraient le respect de cette constitution, et surtout ils ont demandé, pas plus tard qu'en 2 jours, la promulgation d'un calendrier global de la CENI.
croyez-vous qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique ou bien... Oui, je suis convaincu qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que, vous savez, nos partenaires ne sont pas versatiles. Hein, si bien que ils visent d'abord leurs intérêts, mais là, je crois qu'ils en ont ras-le-bol avec le pouvoir en place. Ils vont aller jusqu'au bout. Je suis persuadé, mais cela tout dépend de la détermination de la population congolaise aussi. La communauté internationale ne viendra pas lutter à notre place. Nous devons nous prendre en charge et la communauté internationale va nous accompagner dans cette lutte. C'est pourquoi les gens doivent rester éveillés. Les gens doivent être vigilants, plus vigilants que jamais. Comme on dit en lingala, Pongi Anguma, Lisomoko. Les gens doivent rester vigilants. Nous sommes en face des gens très dangereux qui peuvent vous dribbler en secondes. En secondes. Et des gens qui ne respectent pas les engagements et qui ne respectent pas leurs paroles. Vous savez, à un certain niveau de responsabilité, quand on ne respecte pas les engagements, on ne respecte pas sa parole donnée, c'est plus dangereux qu'une bombe atomique. Parce que, même la Bible le dit, au commencement, hein, était la parole, et la parole est Dieu. Ça dit perpétuellement, d'une manière continue, la parole est Dieu. Mais quand quelqu'un ne respecte pas sa parole, il est dangereux. Et ça, c'est le modus operandi du pouvoir en face, qui ne respecte pas sa parole, qui ne respecte pas la Constitution. Quand vous êtes président de la République, vous prenez l'article 74 de la Constitution, dans lequel vous prêtez serment, en disant « je dois observer, respecter et faire respecter la Constitution ». Vous ne le faites pas, c'est la haute trahison. Mais on assiste tous les jours, à tout moment, à ce que ces gens ne respectent pas la Constitution, à la violation de la Constitution. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi je dis, je crois, pour me résumer, à la communauté internationale, mais tout dépend de notre détermination. Si nous disons, ok, la communauté internationale a dit, a décidé, nous allons dormir et le lendemain, non, non. La communauté internationale ne descendra jamais dans la rue pour réclamer sa liberté, pour réclamer sa démocratie. Jamais. C'est à nous. Et les gens doivent avoir ce courage qu'ils ont eu à partir du 12, 19, 20, 21, 22 jusqu'au 24, de ne pas avoir peur des armes. On va tuer, et ils finiront par épuiser leur stock. Et la population ainsi que la nation congolaise resteront. C'est le leitmotiv. C'est le leitmotiv. À ce sujet, l'UDPS, par l'entremise du président Étienne Tshisekedi, se cambre sur un dialogue, à contre-courant un peu de ce que les autres partenaires de l'opposition ont fait, ont préconisé. Et à première vue, il semble que le projet aurait aussi eu l'acquiescement du côté du pouvoir. Croyez-vous que cela pourrait permettre de désamorcer quelque chose, ou bien, comme vous l'avez dit, de l'autre côté, vous avez un pouvoir qui n'est pas respectueux de sa parole? Est-ce encore un leurre ou une sortie honorable? Non, vous savez, si aujourd'hui des personnalités comme Makila parlent, c'est quand même grâce à l'UDPS, qui a fait qu'il y ait une démocratie, qu'il y a un droit d'expression, la liberté d'expression dans notre pays. Donc, coup de chapeau d'abord à notre patriarche Étienne Tshisekedi, pour qui nous demandons à Dieu qu'il nous donne la santé, une prompte guérison, qu'il nous revienne vite pour qu'on continue le combat, parce qu'on a besoin de lui. Vous savez, l'IDPS, quand par la voix du patriarche Étienne Tshisekedi parle, il faut le rencontrer et comprendre qu'est-ce qu'il veut donner comme message. Moi, j'aimerais bien, comme nous sommes là, aujourd'hui nous venons auprès de la communauté internationale, auprès des officiels américains, j'aimerais bien qu'ils nous appellent tous, les opposants, au vu de ce qui s'est passé, de venir autour de lui,
Bruxelles, par exemple, de discuter avec lui, qu'il nous écoute, qu'on l'écoute aussi. Et ensemble, nous faisons chemin. J'étais très content de suivre Félix une fois sur, je crois bien, la RFI qui parlait de l'union sacrée. Je crois que le moment est arrivé. En ce moment ici, nous ne pouvons pas dire, écoutez, mettons de côté, parce que ce qu'on avait fait, l'IDPS n'avait pas pris part totalement, et que, non, on a besoin de l'IDPS. Et on a plus que jamais besoin d'Étienne Tshisekedi en ce moment ici. Comme patriarche, comme le guide, de nous réunir autour de lui. Parce qu'on a besoin d'une union, qu'on le veuille ou pas. Les élections passées, il a été deuxième, Kamel était troisième. Donc tous ces gens, on a besoin d'eux. Que nous puissions rester ensemble, voir comment nous allons affûter nos armes, entre guillemets, hein, parce que la Constitution ne permet pas que vous ayez... non. Oui, donc, affûter nos armes politiques pour affronter l'adversaire, le prédateur qui est en face de nous. Vous savez, très souvent, les prédateurs sont forts. Hein. Ils ont tous les moyens. Ils ont les finances, la Banque centrale, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la sécurité. Mais nous n'avons que nos yeux, nos têtes, l'intelligence, la bouche, c'est tout. Donc pour cela, il faut se réunir. Et l'arme la plus fatale, c'est la population. C'est la population. Et nous avons cette arme-là avec nous aujourd'hui. Donc faisons de sorte que nous puissions garder soigneusement et précieusement cette arme, hein, pour qu'elle nous soit utile demain après-demain. Mais pour cela, il faut qu'on soit ensemble. Et c'est un message que je lance au patriarche, là où il est, de pouvoir nous inviter, tous autour de lui, ne serait-ce que pour une journée, ne serait-ce que le voir aussi, comment il va. Ça va nous requinquer, ça va nous donner de l'espoir. J'espère que nos amis de l'UDPS vont transmettre ce message à qui de droit. S'ils ne le font pas, nous prendrons cette démarche-là et nous prendrons contact avec vous. Redescendons un peu le sport. Je sais que vous êtes un grand sportif. Nos léopards ont suscité beaucoup de passion dans nos cœurs, surtout avec cette victoire par rapport à nos voisins du Congo-Brazzaville. Comment avez-vous vécu cela? Non, les jeunes gens, d'abord bravo à nos jeunes gens, les léopards, bravo à notre entraîneur Florent Ibenge. Un digne ressortissant d'ailleurs. Oui, il est de chez moi, je suis Sombo Koulaka, donc bravo, mais au-delà de cela, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Donc je dis bravo à tous les membres du staff technique et à tous les supporters, à toute la population congolaise. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu. Mais là où je n'ai pas tellement aimé, c'est la récupération politique de nos amis en face. Nos frères en face ont pensé qu'en récupérant politiquement cette affaire, ils allaient se faire une santé politique. Or que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, mais bon, on est arrivé, on est dans les 4 nations, hein, les plus fortes, d'une manière footballistique. C'est déjà beaucoup. On ne pensait pas, personne ne donnait cette chance avant de partir. On a des nationaux, on a un entraîneur national congolais. Vous voyez que consommons congolais, ça nous donne quand même de l'espoir. Parce que Claude Leroy ne nous a jamais amenés là où nous sommes allés. Donc bravo à ces gars qui continuent, parce que dans 2 ans, il y aura encore une autre échéance, qui continue, qu'ils soient ensemble. L'homogénéité du groupe, c'est de jouer toujours ensemble. Nous voulons avoir une équipe homogène, une équipe qui se connaît, des gens qui se connaissent. Voilà. Une équipe, je me tourne vers vous, 2016 approchant. Fiction, prenons le cas, tout se passe bien. Malou, l'abbé publie un calendrier global, nous allons vers l'échéance, 2016, échéance présidentielle. Cette fois-ci, l'opposition a-t-elle prévu d'organiser des primaires ou un modèle, un moyen qui permettra à ce que nous ne retrouvons plus avec une pléthore de candidats, mais plutôt une union, un consensus autour d'une personne? Est-ce qu'on peut espérer ça? Sincèrement, on n'a pas encore pensé à cela, sincèrement, parce que nous n'allons pas de face. Nous nous sommes retrouvés, c'est
De fait? Oui, de fait, d'une manière sporadique, devant un fait, pour pouvoir combattre ce fait-là. Nous avons un seul objectif, c'est le respect de la Constitution et avoir un calendrier global, consensuel et réaliste. C'est là l'objectif. Maintenant, c'est un début. C'est la toute première fois que l'opposition puisse s'unir de cette manière-là. En se disant, il y a des réunions qui se font. Et nous pensons que maintenant, là, si on essaye de parler de primaire, ça va nous diviser. Ne cherchons pas ce qui nous divise. Cherchons d'abord ce qui nous unit. À force d'être unis, demain, on pourra réfléchir de la même manière. Mais aujourd'hui, on ne réfléchit pas de la même manière en cette matière-là. Et comme ça risque de nous diviser, évitons d'en parler. Évitons d'en parler, oui, oui. Nous ne parlons que de ce qui ne fâche pas. De ce qui fâche, on met au frais. On met de côté. C'est pourquoi je demande, et je sollicite vraiment de tous mes voeux, que le patriarche puisse nous réunir autour de lui et de discuter. C'est peut-être autour de cette table-là, il pourra nous lancer une idée que tout le monde va suivre. Parce que qu'on le veut ou pas, le challenger aujourd'hui, c'est qui? C'est lui, entre guillemets. C'est lui. Il faut qu'on l'écoute. Qui a une longueur d'avance par rapport aux autres? C'est lui. Il faut qu'on l'écoute. S'il dit, écoutez, moi, je ne peux plus pour telle ou telle raison, on le verra. Et il nous dira, voilà, voici pour moi le Congo de demain, je voulu que ça soit, voici la personne qui pourra incarner mes idées, peut sortir de sa famille politique ou non. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est la sagesse qui prime. La sagesse qui prime, je crois, chez les téléspectateurs, vous l'avez senti avec son Excellence José Makila, qui n'a pas parlé de lui, mais qui parle d'une volonté ici exprimée, d'un quorum d'unité qui permettra à ceux que se dégage la personne qu'il faudrait pour amener ce cher Congo dans un développement. Voilà, nous sommes dans nos 5 dernières minutes. Un message particulier à ceux qui vous suivent? Oui, le message particulier surtout à tous mes frères, mes compatriotes de la diaspora. Je vous dis merci. Un grand merci parce que l'éveil de conscience a payé. Le peuple congolais a pris son destin en main. C'est grâce à nous, grâce à l'éveil de conscience, ça nous a facilité de mettre tout le monde dans la rue. Je dis merci à tous les leaders politiques de l'opposition qui ont pris le risque de se mettre face à l'armée du prédateur, des assassins à Kinshasa, qui tirent à bout portant et avec des balles réelles sur les manifestants que nous étions. Je dis merci et surtout merci au peuple congolais de ne pas dormir sur les lauriers, de vous réveiller. Pongi Angoum, ennemi à Zalika. Ce projet de loi va piéger tout le monde à pour le jour d'aujourd'hui, si on vous explique, vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais on vous laisse pour qu'on y va step by step. Hein? On y va crescendo et on vous le dira le moment venu. Voilà la deuxième étape. Mettons-nous tous dehors pour dire non. Parce que la Constitution nous le dit, nous le garantit, en son article 64, faire barrière à tout pouvoir ou à couple d'individus qui veulent gouverner en violation de notre propre Constitution. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la Constitution. De quelle manière la Constitution n'a pas précisé. Voilà, nous continuons, la lutte continue comme on dit, et moi je dis, la victoire est certaine, parce que la victoire est toujours du côté de la vérité. Dieu sera avec nous, que Dieu bénisse tout le monde. Et que l'amour, surtout l'amour règne entre les Congolais, qu'ils soient de la diaspora comme de Kinshasa, que nous puissions nous aimer, Toki Manate, to Bretanate, to Finganate, to Bomanate, mais tout ça, c'est Mayel. Ah, Ndeko, Nakotaki Oezabu, tout ça là-bas, tout ça là-bas. Et que nos stratégies ne soient plus dévoilées devant des écrans comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu,
José Makila, il passait par les plateaux de Code 243, une émission riche, beaucoup d'informations. Vous allez voir défiler en bas de cette page les contacts, le website ou l'email de son parti, la télé. Ceux qui veulent rentrer en contact avec lui, ceux qui veulent adhérer à son parti, nous vous encourageons à le faire. C'était pour nous une exclusivité ici à Washington en ce jour. Voilà, j'ai dit je vous remercie. Bonsoir.